Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et très heureuse aussi parce qu'aujourd'hui je suis dans les studios de David Ken. Merci beaucoup David d'avoir accepté de faire cette interview avec moi et de m'accueillir ici. Alors David, tu es photographe et tu as une carrière qui a démarré assez sur les chapeaux de roue. Tu as collaboré avec les plus grands magazines. Puis quand tu as eu le besoin de réinventer ta carrière de photographe, il y a eu le LOL Project. Et c'est tous ces rendez-vous avec à la fois le succès, à la fois avec ce qui fait sens pour toi que je voulais explorer dans cet entretien. En commençant par la photographie du coup. C'est quoi pour toi la photographie? Si c'est un rêve d'enfant, une passion de toujours? Alors, la photographie, c'est une vraie passion de toujours. Ma mère me dit, à 6 ans, la première chose que tu as demandé, c'est un appareil photo. Je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je viens de Bruxelles, tout le monde ne le sait pas, donc je précise, et je ne viens pas d'un milieu très favorisé, on va dire, à l'époque, c'était des films. Et on m'offrait pour mon anniversaire des films, et pour moi, la Noël, on les développait. Les films, la pellicule. La pellicule. Ah oui. Et oui, avant il y avait des pellicules. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je ne shoote pas. Quand je fais des photos, je joue pas la mitraillette parce que ça sert à rien d'abord, enfin à mon sens. Mais je cadre, je discute, je dirige et je shoote. Un gars qui fait des portraits et qui shoote 5000 images pour une personnalité, je ne sais même pas comment il va faire pour choisir. Ça vient de là en fait, ça vient du fait que il y avait une économie, l'économie du film. On a un peu oublié ça. Et aussi, à l'époque, il fallait être très précis. On ne pouvait pas ne pas mesurer la lumière, faire la lumière, etc. Donc ça démarre à 6 ans. Et jusqu'à une vingtaine d'années, c'était totalement en amateur, parce que je n'ai pas du tout fait ce genre d'études-là. Et j'étais autodidacte depuis toujours. Donc voilà, c'est totalement par hasard que je suis tombé dans la photographie de mode, d'abord, très vite de publicité, en Belgique. En Belgique, au bout d'1 an et demi, j'avais un peu fait le tour, avec des gens fantastiques là-bas, adorables en plus, mais un peu petits. Donc, le Graal, c'était à l'époque le Vogue italien, c'était d'aller en Italie, pour se frotter avec ceux qui étaient les maîtres de l'époque, toujours aujourd'hui d'ailleurs, Irving Penn, Avedon, ce genre de grands noms, Helmut Newton, voilà. Moi j'avais leurs bouquins chez moi, donc j'étais un peu admiratif. Donc j'ai été, au bout d'1 an et demi, vers 22 ans, j'ai été en Italie, à Milan, où je parlais absolument pas italien d'ailleurs à l'époque, et voilà, j'ai été montrer mon travail, et quand j'ai été reçu, j'ai pris une grosse claque. En 2 mots, on m'a dit, t'es bien gentil, mais c'est pas tout à fait le niveau. Donc je suis rentré un peu une main devant, une main derrière, comme on dit, en Belgique, et là, j'ai commencé à faire des photos totalement différentes, très personnelles, pendant 6 mois. Et là, j'ai eu un deuxième rendez-vous, 6 mois plus tard, à Milan, avec Alberto Nodolini, qui était le plus grand directeur artistique au monde, qui était le patron de Vogue Italie. Donc bref, travailler pour le Vogue Italie à l'époque, c'était, je ne sais pas, comme avoir un Oscar aujourd'hui. Donc voilà. Et tous les gens que j'ai cités avant travaillaient pour ce grand magazine. Et voilà comment j'ai commencé en fait une carrière internationale il faisait 35 degrés, j'avais fait 917 km, je me souviens toujours, avec ma petite Lancia Abarth, de Bruxelles, petit catch de Bruxelles. J'ai été en Italie, j'ai dormi dans ma voiture parce que j'avais pas trop de sous, et le lendemain matin, j'ai présenté mon travail à Alberto Nodolini, et il faisait vraiment très chaud, et il a regardé mon book en faisant comme ça. Et le téléphone sonnait, il répondait à Pierre, à Paul, à Jacques, et puis il m'a dit merci, au revoir. Et je me suis dit dans ma tête, j'ai fait 917 km pour m'entendre dire ça. Il n'a même pas regardé mes images. Donc je me suis énervé et je lui ai dit, je sais qu'il fait très chaud à Milan, mais mon book, c'est pas un ventilateur. Et à l'époque, on n'avait qu'un book. On mettait toute sa vie dans un book. Et il m'a regardé bizarrement.
Et j'ai dit, la moindre des choses, je viens de faire autant de kilomètres, c'est que vous regardiez vraiment mes images. Vous ne m'avez pas posé une seule question. Vous avez répondu au téléphone. L'instant présent, on n'était pas ensemble. Hein. Donc là, il s'est un peu vexé. Il a dit à sa collaboratrice qui s'appelait Carmen, plus de téléphone, plus rien du tout. Et il a commencé à feuilleter. Et lorsque il a terminé, il me regardait, il me fait « Qu'est-ce que vous faites jeudi ?» On était un mardi. « Qu'est-ce que vous faites jeudi ?» Et je dis « Je travaille pour vous. » Là, il a souri, et puis il m'a fait « Vous êtes descendu à quel hôtel ?» Et là, je lui ai répondu « Lancia Abart ». Il me dit « Lancia Abart ». Je dis « Oui, ma voiture ». Il a encore ri. Et donc, voilà, il a appelé Carmen, la fameuse Carmen. Et c'est comme ça que le jeudi suivant, j'ai commencé par le Vogue Italie avec une série. Et quand on fait le Vogue Italie, qu'on vient de Belgique, dès que c'est publié, ça vous déporte. Tout de suite, on a gagné. C'est comme si on avait gagné Roland Garros, quoi, hein, en tennis. On est tout de suite propulsé. Voilà. Donc il faut prendre sa chance. La provoquer. La provoquer. Il y a des opportunités tout le temps. Il faut provoquer ces opportunités. Mais il faut aussi les voir venir. Et il y a des périodes dans la vie où les possibilités, les opportunités, on ne les voit pas en fait. On n'est pas dans l'état d'esprit de les voir. Donc là, au début, il faut les provoquer, on n'a rien à perdre. Il ne faut pas être timide parce qu'on a assez de chance, elle passe une fois. Et comme on dit en grec, c'est le kéros. Donc il faut prendre le moment qui passe. Voilà. Oui, parce que si tu prenais le merci, au revoir, c'est fini à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui. En tout cas, pour cette opportunité-là. Non, peut-être qu'aujourd'hui, je ne vivrai pas de la photo. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferai autre chose. Peut-être. Qui sait. Et alors, si on fait un bond dans le temps, il y a ce fameux LOL Project. Tu peux en expliquer la naissance? Alors, pour comprendre bien le LOL Project, il faut se dire qu'on est en 83 lorsque je parle de l'Italie. Et ensuite, je reste 3 ans en Italie avec pas mal de magazines, Lake, Grazia, qu'on connaît aujourd'hui en France, mais le Vogue, etc., Amica. Et ensuite, je suis appelé et j'ai un contrat avec Condé Nast aux États-Unis. Donc, je fais de la mode, de la pub, des gros catalogues, Bloomingdale's, Macy's et autres. Et j'habite à New York. Et donc, je reviens, parce que l'Europe me manquait, je reviens un peu auréolé de tout ça, à Paris, parce que j'adore Paris, pour moi c'est la plus belle ville du monde. Et c'est à ce moment-là que on est en 99, entre-temps il s'est passé beaucoup de temps. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la fameuse crise, en 99, je m'associe avec William Lafarge, on est dans l'agence qu'on a créée ensemble. Et là maintenant on fait un bond encore en 2009, et on est en septembre 2009, donc 10 ans. 10 ans plus tard, oui, 10 ans plus tard, et on est en pleine crise des subprimes, la grippe H1N1, les tsunamis, et le moral en France, en tout cas, même dans le monde, mais surtout en France, zéro. Voilà, et c'est dans ce contexte-là qu'une question va tout changer. J'avais besoin c'est la crise de la quarantaine sans doute tardive, de me resituer, de me remettre en question. Et mon associé me pose une question toute simple, c'est quoi pour toi une grande photo? Voilà, et je lui ai répondu tout simplement, une grande photo, c'est une photo que je ne peux pas refaire. Un peu à la Cartier-Bresson, à Bouba, enfin ce genre de grands photographes que j'admire beaucoup, c'est-à-dire des gens qui vont chercher l'instant décisif. Et il me dit oui, enfin, comme quoi? Je dis, comme un éclat de rire, tu ne peux pas reprovoquer 10 fois un éclat de rire, et le saisir surtout. J'avais été un peu énervé parce que je voyais beaucoup de pubs, d'éclats de rire soi-disant faux, où c'était des mannequins qui on a demandé 18 fois, 100 fois de rire, et je trouvais que c'était faux, je ne le sentais pas juste. Voilà. Et je lui ai dit, imagine-toi, si on faisait une grande exposition, si je faisais une grande exposition à Paris, dans ce moment-là de crise, où sur fond blanc, avec des gens vraiment, réellement positifs, ça provoquerait des discussions positives. Et il me fait, oui, c'est génial ton histoire, ta grande expo et tout ça, mais comment on fait pour faire éclater de rire? Et je lui ai répondu, j'en sais strictement rien, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Voilà. Le LOL Project est parti de ce moment-là. L'idée, c'est de faire du bien à ceux qui en ont le plus besoin,
Alors très 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 vite, dès la première semaine en 2009, en septembre 2009, il y a du personnel d'un hôpital avec lequel je travaillais déjà dans l'associatif qui m'appelle en me disant « mais c'est génial, on a vu passer tes photos sur Facebook », on avait créé une page Facebook, pour appeler, pour recruter, parce que faut-il encore que les gens viennent vous voir. Donc, et elle me dit « mais est-ce que tu peux venir déplacer ton studio à l'hôpital ?» Et je dis « bien sûr ». Voilà comment j'ai atterri à l'hôpital de Garches la première fois. Et c'est à ce moment-là, je raconte ça dans pas mal de conférences, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce projet avait du sens. Parce que non seulement il faisait du bien à ceux qui venaient dans mon studio, bien entendu, ça me faisait déjà du bien. Mais à l'hôpital, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment du bien à ceux qui en avaient vraiment besoin et que ça me remplissait complètement. C'est-à-dire que le soir, j'étais mort, crevé. Ça demande une sacrée énergie d'aller chercher ces lâcher-prise, ces éclats de rire. Mais lorsqu'on y arrive et qu'on voit le résultat et l'impact sur la personne en face de soi, on a l'impression d'avoir juste... Enfin, on sait pourquoi on s'est levé le matin, c'est ça. Et tu viens de le dire, éclat de rire, lâcher prise, hein, c'est deux expressions pour désigner la même chose. C'est une... Enfin, plus ou moins, mais... c'est une question, je crois qu'on te pose souvent, c'est comment on fait, parce qu'il y a un espèce de mystère ou de lâcher prise. C'est une expression dont on entend tout le temps parler. Il y a plein de bouquins là-dessus, et dans la société de maintenant, on dit tout le temps il faut lâcher prise, oui mais comment, etc. Et donc il y a un truc incroyable avec le fait que ça soit justement des adultes, des hommes, des femmes, et donc même des enfants malades. Toi, tu as cette magie-là qu'en 10-15 minutes, tu les connais pas, tu les as jamais vus avant, mais tu arrives à leur faire lâcher prise. Donc il y a aussi une réponse à un vrai besoin de société là derrière ce projet-là. Alors, si on replace en 2009, au-delà que c'était le début de Facebook, donc les gens ne se souviennent pas trop, mais c'est il y a 10 ans seulement. Donc en 2009, c'était pas du tout gagné que rire, éclater de rire et lâcher prise. Dans mon métier qui était mode et pub, on n'éclatait pas spécialement de rire. Et on était plutôt dans des moments où les filles étaient très posées comme ça, étaient très hautaines, très inabordables, intouchables. Voilà. Donc accepter qu'un humain accepte de se voir en plein lâcher prise, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. En 2009, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, quoique. Le syndrome du LOL Project, par exemple, c'est lorsque j'inaugure des énormes mosaïques dans un hôpital ou dans une entreprise, c'est qu'il y a une femme qui m'approche et qui me dit « tous mes collègues sont super, sauf moi ». C'est le syndrome du LOL Project, c'est-à-dire que c'est un peu comme la voix, on n'accepte pas forcément sa voix, mais on trouve que tous les autres sont superbement beaux sur la mosaïque, et en fait, on se rend compte que cette personne-là doit d'abord s'accepter. Le LOL Project, c'est un vrai moment lâché, c'est-à-dire c'est un moment qu'on fige dans le cortex qui fait que ça provoque de l'endorphine, sérotonine, endorphine, toutes les substances de bien-être. On est des vraies petites machines à fabriquer du bien-être. Si on fait du sport, si on est heureux, si on rit 10 minutes par jour, bref, on peut se soigner en riant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un professeur très connu, Henri Rubinstein, père de la rigologie, qui a écrit un bouquin fantastique en 83. Moi, je ne l'ai rencontré que cette année, Henri Rubinstein, parce que j'ai jamais voulu lire quoi que ce soit, ni Bergson, ni personne en fait, autour de ça, puisque je l'ai expérimenté sur des vrais humains. Des théories sur ce que tu faisais, ce que tu vivais. C'est-à-dire que j'ai pas voulu théoriser. J'ai voulu juste vivre. Donc, je me suis rendu compte que certaines techniques ou manières d'aborder les choses, photographiquement parlant, se rapprochaient de la rigologie, l'école du rire et autres, etc., le yoga du rire, des gens fantastiques que j'ai rencontrés. Mais je n'ai jamais utilisé ces techniques, en fait. Donc, pour moi, l'important, c'est le moment présent. La seule chose que je puisse dire par rapport au secret du LOL Project, c'est que, le plus important dans tout ça, c'est de ramener la personne dans l'instant présent.
Si elle ne vous écoute pas, si elle est en train de penser que je vais aller chercher le pain tout à l'heure et j'ai oublié de donner un pull supplémentaire à mon fils ce matin, oui, mais en même temps, je ne dois pas oublier de payer mes impôts, et qu'elle est devant vous, vous n'allez pas arriver à grand-chose. Il faut que le stress d'une prise de vue, ce qui est naturel, il y ait une vraie rencontre. C'est cette rencontre-là qui fait que, tout simplement, la personne va se souvenir de ce moment. Tout le monde se souvient, j'espère en tout cas, la première fois que vous avez rencontré votre futur mari, où on était le 11 septembre, où il y a des dates, des moments qui vous ont impacté. Sans avoir la prétention d'aller à ce paroxysme d'émotion, en tout cas, les gens se souviennent de leur petit passage dans le LOL Project. J'ai eu des témoignages fantastiques, surtout avec des gens à l'hôpital. Et j'en ai encore tous les jours, c'est ça qui me fait continuer d'ailleurs. À l'hôpital, mais aussi un homme qui a retrouvé un emploi parce qu'il a mis sa photo LOL sur son CV. Donc c'est il y a plein de magie autour de ce projet. Oui, c'est une des anecdotes que je raconte sur les bientôt 10 ans du LOL Project. C'est tout au début du LOL Project, j'avais fait une liste d'attente parce que j'en avais trop de personnes qui voulaient participer. Or, je continue à travailler par ailleurs. Donc, dans ce studio qu'on voit ici, j'avais monté ma LOLbox et une fois par semaine, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, je mettais un mot sur Facebook et sur Twitter en disant voilà, inscrivez-vous, il y a 15-20 séances. Et les gens s'inscrivaient et on les tirait au sort. Au début, c'était dans l'ordre d'inscription. Et donc, le fameux Jacques était dans un certain ordre. Il vient, il avait enfin sa place et il me dit David, j'adore ce que tu fais, tes actions à l'hôpital, etc. J'adore. Mais alors aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de rire parce que j'ai été viré hier. Donc, je lui dis écoute, on va prendre un café, déjà au moins t'es là. Donc on s'est parlé, on s'est rencontrés, il m'a raconté. Et donc, au bout de 5 minutes, je lui dis écoute, le studio est là, on va continuer la discussion, tu vas être en face. Ouais, il avait vraiment besoin de parler, de se lâcher, de se confier. Et au bout de 5 minutes supplémentaires, on a commencé à faire des photos. Il a explosé de rire, parce qu'il en avait besoin, c'est une soupape, le corps a besoin d'exulter, et le rire fait partie de ça. Et il me dit, en partant, il fait, qu'est-ce que ça fait du bien. Et je lui dis, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre la photo que je vais t'envoyer, qu'on vient de faire, parce que tu as un vrai éclat de rire. Et on est tous plus beaux, en fait, en éclat de rire. On est positif, on est tendu vers l'autre. Et je lui dis, mets cette photo sur ton CV. Bon, j'ai plus de nouvelles de Jacques pendant 1 mois, 2 mois. Et au bout de 3 mois, le téléphone sonne, il fait, David, je voulais que tu sois le premier à le savoir, à l'apprendre, mais je viens de retrouver un boulot. Je dis, bon, génial, où, quoi, comment? Écoute, chez Bouygues, DRH, il était DRH avant, il me dit, c'est très simple, l'entretien, ils m'ont tous posé la question, mais pourquoi vous avez mis une photo de vous en plein éclat de rire? Donc j'ai commencé à raconter ton projet, puisque je connais bien. Et ça a duré près d'1 heure. Et à la fin, ils m'ont dit, 5 minutes plus tard, 2-3 trucs sur ma carrière, bien sûr, mais 55 minutes, c'était sur le LOL Project, sur pourquoi, comment. Et ils m'ont engagé. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est la force, non seulement d'une image qu'on renvoie aux autres, mais aussi la manière d'exprimer ce qu'on ressent. C'est-à-dire que ça peut aussi faire sortir le meilleur de chaque humain. Lui, c'est une personne bien, il est encore mieux. Donc, voilà. Le mot magique du LOL Project, c'est vraiment la bienveillance. Voilà. Donc, à partir du moment où on est bienveillant envers l'autre, mais bienveillant, ça peut être... Quand vous traversez dans les clous à Paris, on a tendance à tous se faire écraser, parce que les Parisiens ne s'arrêtent pas au feu, au passage pour piétons. Donc bientôt, ils vont se faire tous ramasser, mais si on traverse et que le type s'arrête, si on fait juste merci, c'est con. Le type qui s'est arrêté, il a une certaine satisfaction de se dire « Ah, il a reconnu que j'ai fait quelque chose de bien ». Ça commence là. Au quotidien, on peut le faire. Et pas « je traverse en me jetant quasi sur une voiture », même s'il a raison, c'est un passage protégé. C'est pas parce que c'est dû
qu'il ne faut pas dire merci. Donc, ça commence là. Et bien dans la vie, il y a plein de moments de gratitude comme ça, toute la journée. Il suffit de dire merci. J'ai l'habitude de dire aussi que le rire, c'est la plus courte distance entre deux personnes. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous dites bonjour. Alors soit vous faites bonjour et vous avez le smiley à l'envers, pour plein de raisons, hein. Peut-être vous avez des problèmes dans la vie. Non, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, un nouvel espoir peut-être pour autre chose. Vous lui dites bonjour. La voix doit être positive, tout doit être positif. Bon, je ne dis pas que je suis toujours positif, moi le premier, mais j'essaie en tout cas d'aller vers ça. Ou voir le côté positif dans ce qui peut parfois même être difficile. Bien sûr. Alors autre chose que tu dis aussi par rapport au LOL Project, c'est que dans cet instant de lâcher prise, on est tous égaux et qu'il n'y a pas de handicapé du lâcher prise. Ah. Et puis d'ailleurs, justement, qu'on soit monsieur, madame, malade, viré ou quoi, ça fonctionne et qu'on a ce super pouvoir. Alors en quoi est-ce que c'est un super pouvoir? Alors, le super pouvoir, en fait, on ne se rend plus compte du tout qu'on est tous différents physiquement, mais on a une chose en commun, c'est qu'on peut rire, sourire, comme je l'ai dit tout à l'heure, éclater de rire, et que si on fige ça sur une photo, qu'on soit patient, soignant, PDG, secrétaire, ou petit, gros, juif arabe, roux, blanc, on s'en fout, parce que quand vous mettez tous ces éclats de rire sur une mosaïque géante dans un hôpital, que vous soyez connu ou pas connu, moi j'ai plein de personnalités qui m'ont fait l'amitié de participer à ce projet. Vous êtes à côté de Nikos Aliagas, de Stéphane Bern, de gens, de grands sportifs, je ne vais pas tous les citer. Et alors, ils rient comme vous. Donc on est tous égaux dans l'éclat de rire. On a tous ce super pouvoir de communiquer quelque chose. Le mot communiquer commence par le rire pour moi. Quand on communique, si on rit avec quelqu'un, on communique avec quelqu'un. On se rapproche de quelqu'un. Et donc, si on se pose devant une mosaïque de 100 éclats de rire, à un certain moment, on va voir son père, sa mère, son frère, on va voir quelqu'un qu'on connaît, ou qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît. Et on va parler à celui qui arrive, qui lui aussi a un petit sourire en regardant les autres éclats de rire. On va parler de quoi à l'hôpital, entre autres, ou en entreprise? De positif. Et pas toujours de la pluie ça mouille, la guerre c'est pas bien, et des banalités à la con. Donc on tend vers quelque chose de plus positif, et c'est ce qu'on a de meilleur en tant qu'humain. Alors au départ, le LOL Project, il est porté par cette vision d'avoir justement des mosaïques qui s'affichent à Paris avec des éclats de rire. 10 ans après, il est porté encore par quelle vision? Très bonne question. Alors, déjà les objectifs au départ avec William, mon associé, c'était 1000 portraits, 10 000 fans sur Facebook, à l'époque c'était comme si je dis 1 million aujourd'hui, et une grande exposition. Au bout d'1 an et demi, j'avais déjà fait 1500 portraits, donc j'allais m'arrêter. On avait déjà près de 30 000 fans sur Facebook. Et je venais de faire une grande exposition au Forum des images, relayée par la presse, etc. J'aurais pu m'arrêter là. Et en effet, comme c'était totalement bénévole dans les hôpitaux et que c'est très chronophage, c'est pas seulement une journée de shooting, c'est une journée d'editing. Donc une journée LOL, elle égale 2 journées pleines de travail. J'allais m'arrêter, tout simplement parce que, en faisant ça de manière bénévole, à certains moments, il faut mettre de l'essence dans la voiture. Donc c'était financé par nos actions avec l'agence, par des travaux perso, par de la pub et autres. Mais ça a une limite quand même. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le PDG d'une grande boîte qui m'a appelé et qui m'a demandé si je pouvais faire ça dans les entreprises. Il voulait offrir ça à son personnel, ses collaborateurs. Et j'ai fait oui, bien sûr. Et voilà, il y a eu un modèle économique au bout d'1 an et demi. Petit modèle économique, puisque je leur ai dit, écoutez, moi je fais ça pour ceux qui en ont le plus besoin dans les hôpitaux. Au passage, je fais ça avec des inconnus, bien sûr. Donc, donnez un peu de sens à votre communication interne. Je vais photographier vos salariés, vos collaborateurs, et, bien sûr, ça vous coûtera tant, mais offrez une journée, la même journée à l'hôpital de votre choix. Et vous verrez que
les gens sont très fiers d'offrir leur éclat de rire à ceux qui en ont toujours le plus besoin. Voilà comment j'ai pu continuer ce projet. Donc, entre-temps, j'ai fait une exposition il y a 1 an et demi, 2 ans dans le métro parisien. Jamais j'aurais pu imaginer une seconde que de réaliser une exposition dans le métro parisien, petit catch de Bruxelles comme on dit, vue par 12 millions de personnes. Personne a une exposition vue par 12 millions de personnes. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a rien d'impossible. Au pire, ça marche. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut y aller. Il y a bien sûr des obstacles, bien sûr des doutes, mais à l'arrivée, si on fait les choses de manière sincère, cohérente, qui ont du sens, ça marche. Donc, pour répondre à ta question de c'est quoi le futur, sachant qu'il y a déjà eu tout ça, j'ose rêver, par exemple, des JO 2024, où j'offrirai en fait tous ces portraits, qu'on les mette partout pour les JO en France, les JO à Paris, mais quel est le plus beau message qu'on peut donner à la planète entière de dire, voilà, nous on a fait la Révolution française en 1789, on a fait bouger des choses, les droits de l'homme, la France, et la France a vraiment une image à l'international. Le seul souhait que j'ai envie de donner, c'est que 10 ans, 12 ans après le départ de ce projet, ce LOL projet, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui c'est la plus grande galerie d'éclat de rire au monde, plus de 17 000 personnes, plus de 3 000 personnes dans les hôpitaux, il faudra rappeler dans les hôpitaux. Donc on peut imaginer qu'en 2024, il y aura peut-être, je ne sais pas, 20 000, 30 000, je ne sais pas combien de personnes photographiées. Et quoi de mieux que de célébrer les humains d'une ville, d'un pays, qui disent tout simplement, vous êtes bienvenus, on vous accueille de cette manière-là. Et on n'est pas des mannequins, on n'est pas payé pour ça, on est là pour dire bienvenue. Ce serait un très beau message universel à mon sens. Voilà, ça c'est un Graal, on va dire. Il faut toujours viser la lune, on tombe toujours dans les étoiles. Ah oui, mais ça peut être en effet une révolution, parce qu'on se réfère souvent, ou les Français se réfèrent souvent, mais ça a dépassé les frontières à mai 68, et c'est plutôt les manifestations et les pavés, mais on crée là une autre image finalement d'éclat de rire. Ce serait une image un peu différente de je râle, je grogne, je me plains, même si parfois il y a des raisons de se plaindre. Mais moi je ne résiste pas à cette phrase de Churchill qui disait il y a 2 camps, il y a les optimistes, il y a les pessimistes. Et les pessimistes, en fait, ils passent pour des gens très intelligents parce qu'ils disent ça ne marchera jamais, le monde est plein de bêtises, de brutalité, Ça, c'est les pessimistes. Et on a beaucoup de pessimistes pour le moment. Alors que l'optimiste, lui, il est courageux. L'optimiste, il retrousse ses manches et il fait des actions, du concret. Il ne parle pas dans le vent. Il y a les diseux et les faiseux, comme dit Alexandre Jardin. Je préfère faire partie des faiseux parce que les diseux, ils parlent beaucoup, mais pour finir, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour l'autre? Donc soyons des faiseux et pas des diseux. Oui, mais après ça dépend aussi ce qu'on fait ou l'angle selon lequel on le fait, parce que tu as parlé du contexte de la naissance du LOL Project, le contexte extérieur, intérieur aussi, mais donc ta réponse à une ambiance un peu morose, c'est faire éclater de rire les gens et exposer des éclatés de rire, des éclats de rire. Oui, mais on a tous, on a ce pouvoir. Il n'y a rien d'impossible. La seule limite, c'est vous-même. Donc, se remettre en question, faire son pas de côté à chaque fois. Bien sûr qu'on fait un énorme pas en arrière, bien sûr qu'on a peur, bien sûr que c'est pas évident. Mais si c'était évident, ce serait même pas drôle. Donc, la première fois que j'ai été sur scène devant 2500 personnes pour faire un TEDx, il ne faut pas imaginer que je suis né en me disant pour moi c'est facile de faire ça. Pas du tout. Je suis le gars, bizarrement, le plus timide de la Terre. Donc, j'ai jamais abordé une fille dans la rue, c'est impossible pour moi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se fait violence. Et on monte sur scène, on a quelque chose à dire. Et quand on a terminé et qu'on s'est dépassé, on se sent très 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 bien. Donc, on a tous sauté d'une falaise parce que les copains sautaient de la falaise et qu'on allait aboutir dans l'eau. Et en sautant, on a tous fait que le con, qu'est-ce que je fous là?
Mais parce qu'on s'est dépassé, on est arrivé et on a fait waouh, ensemble, parce que les autres aussi. Donc, on ne se sent bien en fait que lorsqu'on dépasse ses limites, ses propres limites. Donc, si vous avez un projet, quelque chose qui va pouvoir changer votre vie, peut-être celle des autres, donc il faut penser si est-ce que ça change les autres? Est-ce que ça me fera du bien? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire? Si on a oui, coche à toutes ces questions personnelles, et qu'on ne se ment pas, il ne faut pas se mentir, ça ne sert à rien, faut y aller, go. Voilà, voilà pourquoi on se remet en question. À 20 ans, on est immortel, donc on ne se remet pas en question. À 30 ans, on est toujours très immortel. Vers 40 ans, on commence à perdre des gens autour de soi. Puis la vie vous donne quelques coups, quelques baffes, comme on dit à Bruxelles. Et rammeling, on dit aussi, rammeling. Mais derrière, on n'est plus immortel. Et on se rend compte que, comme disait Jean d'Ormesson, que quand on vous souhaite votre anniversaire, on vous dit toujours « Ah, David, 1 an de plus !» Jean d'Ormesson disait « Non, c'est 1 an de moins. » Donc, si c'est 1 an de moins, il faut prendre chaque moment. Voilà, donc je fais ça aujourd'hui, je ferai peut-être autre chose demain. En tout cas, il faut le faire avec sincérité. Voilà. Alors pour clôturer cette interview, je pose toujours la même question, qui est si tu penses à quelqu'un qui est en train de nous regarder et qui sent bien qu'il n'est pas tout à fait à sa place, qui n'a pas une vie pleine de sens comme il le voudrait, mais qui ne sait pas quoi faire ou qui a un peu trop peur pour oser changer des choses, quel serait ton conseil en or à toi pour au moins amorcer un mouvement? C'est très délicat de répondre à cette question parce que chacun a ses armes, mais ceux qui écoutent, ceux qui vont regarder cette interview, si au fond d'eux-mêmes, ils savent exactement à quel moment dans leur vie les choses ont basculé, on a tous ce moment-là où on galère, et puis soudain, et on y croit. Il faut s'accrocher. C'est pas facile. Et à un certain moment, clac, quelque chose va arriver. L'important, c'est en fait, c'est pas la destination. On vise toujours quelque chose de grand, de ceci. Le grand soir, il n'arrive pas. C'est en chemin qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc un but, se fixer des buts, ça c'est important. Une règle, un but. Quand je parlais du LOL Project, c'était 1000 portraits, 10 000 fans, etc. Il y avait un but. Parce que sans but, en fait, le lendemain, vous dites, je vais plus au sport, je m'en fous. Mais même si vous voulez perdre du poids, vous dites, je vais au sport. Donc, un but vérifiable. Et à un certain moment, pendant ce temps-là, votre but, vous allez l'oublier, immanquablement. Mais vous allez rencontrer des gens incroyables sur votre chemin. Des gens qui vont vous faire dévier un peu, qui vont vous nourrir. Et écoutez les autres. Les autres sont tellement riches. Il faut écouter les autres et pas être... Il ne faut pas avoir un tomahawk dans sa tête, quoi. Il ne faut pas aller tout droit, buter, etc. Les autres sont beaucoup plus riches. Peut-être que seul on va vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. C'est ça la fameuse phrase, je ne sais plus qui a dit ça, mais j'y crois. Voilà, aujourd'hui, la richesse de ce projet, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des gens fantastiques. Bien sûr, à l'hôpital, pour moi les blouses blanches, c'est des gens qui changent la vie, des gens au quotidien. C'est des gens qui donnent une image de l'humanité comme moi je l'aime. Ils se lèvent le matin et ils vont à leur boulot, mais c'est en même temps, ils ont donné du sens à. Ils ne gagnent pas des milliers et des cents, mais c'est pas grave. Ils ont une considération, ils le savent. C'est la considération et c'est la même chose pour tout le monde. Être considéré, d'abord, il faut se considérer. On est tous capables. Tous. J'ai dit, il n'y a pas d'handicapé du rire. Chacun peut avoir son projet, son idée. De toute façon, s'il persévère, il va y arriver. De toute façon. C'est immanquable. Il n'y a pas de... Il n'y a pas non plus d'handicapé de la réussite ou exactement. De la vie. Aucun handicapé de la réussite. Faut juste s'accrocher et arrêter de dire que c'est la faute des autres, c'est la faute de là où je viens. Je suis le meilleur exemple. Moi, je viens vraiment
d'une cité. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas toutes les cases remplies au départ. Je ne dis pas que j'étais... Tu les as remplies toi-même par la suite. Voilà, donc il faut se donner des défis, il faut avoir peur. Et c'est souvent au bord de l'abîme qu'il y a quelque chose qui va arriver. Là où vous êtes désespéré, quelque chose arrive. Et ça vient. Mais il faut aller au fond. De toute façon, ça ne sert à rien de creuser quand vous êtes au fond. On peut faire que remonter, comme dirait l'autre. Hein. Donc, mais il faut apprendre à être apnéiste. Donc, retenez votre souffle, allez au fond, allez chercher au fond de vous. Et on remonte. Mais regardez bien autour de vous, parce que on va vous donner des mains. On va vous donner au moins une chance, une fois, 2 fois. Il y a des gens qui vous donnent une chance. Si vous êtes une opportunité pour les autres, ils vont venir tout seuls. Et comme tu le disais au tout début, saisir les opportunités qui s'offrent au ciel. C'est le plus important. C'est saisir des opportunités. Attention, il y a des pièges, c'est pas grave, on peut se tromper. Néanmoins, vous allez rencontrer des gens qui aussi ont une dynamique, une envie. Et il faut être toujours dans le mouvement. Jamais se relâcher. Non, il faut être dans un vrai mouvement. Un grand merci pour cet entretien. Si on veut en savoir plus, suivre, il y a Facebook, donc une page Facebook. Alors il y a la page Facebook du LOL Project, il y a le site www.lolproject.com, il y a l'Instagram, sinon vous allez sur www.davidken.com. Enfin voilà, je suis assez facile à trouver. Oui, même Google te connaît bien certainement. Ça va. Eh bien, grand merci, pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici et à très bientôt dans une prochaine vidéo.